Très cher ami astronome, bonjour. Je suis Frédéric Bertoni et bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo qui va s'appeler Fred l'astronome vs Monsieur Thierry V. Pourquoi? Alors, je tiens à dire tout de suite une chose. On va tout mettre à plat. Je ne m'attaque pas à la personne même de Monsieur Thierry V. Je m'attaque simplement à ses idées. C'est clair? Monsieur V, alors je vais l'appeler, je vais dire que c'est un complotiste. Parce que c'est un autre mot, mais j'arrive pas à le dire. Donc je vais pas vous faire l'affront d'essayer de le dire ici, là, sur la vidéo. Donc Monsieur V, apparemment, a des petits problèmes avec les Américains et avec les services secrets américains et que apparemment tous les États-Unis l'écoutent. Parce que, bon, nous avons une amie sur la chaîne, qui est abonnée à la chaîne, qui est partie au Chili, je ne dis pas son nom, vous savez qui c'est, et donc qui est partie pour visiter le VLT. Donc, voilà, elle a été très gentille de nous le dire d'ailleurs, peut-être que j'aurai des images ou peut-être que je n'en aurai pas, on verra bien. À vous montrer, mais on verra bien. Donc, ce monsieur Thierry V, alors gentiment, hein, lui demande... est-ce que tu peux me confirmer que le VLT n'est pas une base d'écoute de la NSA? Alors, monsieur Thierry V, je ne sais pas où vous habitez. Je ne sais pas votre métier, je ne connais pas votre vie, donc je ne vais pas juger ça. Mais vous avez quand même des idées bizarres quand même. Hein. J'ai rencontré des gens qui voyaient des complots de partout. Mais c'est la première fois que je tombe quand même sur quelqu'un comme vous. Alors, en tout bien, tout honneur, sans vouloir vous manquer de respect, bien sûr. Je ne manquerai jamais de respect à qui que ce soit sur cette chaîne. Qu'on soit bien entendu. Jamais. Je suis pas là pour ça. On est là pour parler de science sur cette chaîne. Ok? Alors, déjà, je voudrais éclaircir une chose. Le VLT. Very Large Telescope. Very Large Telescope, qui veut dire très grand télescope, n'appartient pas, pour que ça soit une base de la NSA, il faudrait que ça appartienne au gouvernement américain. Et malheureusement, ça n'appartient pas au gouvernement américain. Il y a des bases dans le monde qui appartiennent aux Américains. Il y en a en France. Tiens, si vous habitez en France, monsieur Thierry, parce que j'ai des abonnés d'un peu partout dans le monde, tant mieux, c'est bien. Mais si vous habitez en France, sachez que les Américains ont des bases en France. Et je peux vous le dire parce que je suis un ancien militaire et j'étais dans la fameuse caserne de Mauduit, basée à Belfort, et qui est une base franco-américaine. Comme ça, vous le savez, c'est une base franco-américaine. Alors, qu'est-ce que c'est une base franco-américaine? C'est une base de coopération armée française, armée américaine. Voilà. On coopère. Pourquoi on coopère? Parce qu'on est dans l'OTAN. Donc, on coopère avec les Américains. Et puis, on coopère avec les Américains depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui sont venus nous sauver les miches de ces Allemands. Enfin, pas des Allemands d'aujourd'hui, parce que les pauvres Allemands d'aujourd'hui, ils n'ont rien fait. Mais des Allemands de l'époque de M. Adolf Hitler. Voilà. Donc, déjà, ça, c'est le premier point que je voulais éclaircir. Donc, à qui appartient le VLT? Eh bien, il vous appartient à vous, monsieur Thierry V, comme à moi, et comme les 300, je crois qu'on est à peu près, si je dis une connerie, vous me le direz, mais aux 250 millions d'Européens. Voilà. Pour les 85% du VLT, ça appartient aux 250 millions d'Européens. C'est nous qui avons financé cet engin. Donc, ce ne peut pas être une base de la NSA. D'accord? Déjà, c'est le premier point à
éclaircir. Ça appartient donc à l'Europe. Et par le biais de quoi? Alors, une grosse partie, parce que nous avons des investisseurs qui ne sont pas des Américains, nous avons des investisseurs canadiens. Je crois qu'il y a des investisseurs japonais. Alors, excusez-moi. Oula, j'ai attrapé une quinte. Excusez-moi, je bois un coup, ça se fait pas, mais tant pis. Donc, il y a des investisseurs japonais, donc des scientifiques japonais, des laboratoires de recherche japonais qui ont investi dedans. Donc, il y a les Canadiens, les Japonais, et si je vous dis pas de bêtises, je crois qu'il y a les Brésiliens. Et, bien sûr, le pays où est implanté le VLT, le Chili. Le Chili est rentré automatiquement dans le programme du VLT, puisqu'on l'implante sur leur pays. Donc, il faut bien qu'ils aient une contrepartie, puisqu'on leur prend une partie de leur pays. Donc, qui c'est qui dirige, enfin, qui c'est qui régule tout ça? C'est une agence gouvernementale européenne, parce que vous savez qu'il y a un gouvernement européen. Il y a un gouvernement français, il y a un gouvernement allemand, suisse. Bon, les Suisses, je sais pas s'ils font partie de l'Europe. Habitants suisses, dites-moi si vous faites partie de l'Europe, je ne me rappelle plus. Bon, les Belges, ils en font partie. Voilà. Donc, qui s'appelle l'ESO. Alors, je sais, c'est encore un acronyme anglais, parce que la langue parlée dans tous ces services d'organismes de gouvernement européens, comme l'ESA, l'ESO, ça veut dire European Southern Observatory. Alors, je sais, j'ai un anglais de merde, mais c'est pas grave. Ça veut dire que c'est une agence européenne d'observation du Sud. Parce que le Chili se trouve en Amérique du Sud. Donc, on a implanté un observatoire optique au Chili, en Amérique du Sud, donc l'hémisphère sud de la planète, pour pouvoir voir le ciel de l'hémisphère sud. D'accord? Donc voilà, vous avez bien compris. ESO, European Southern Observatory. Il y a aussi l'ENO, qui est très peu connu, mais qui est l'European North Observatory, qui ont des observatoires au cercle polaire, pôle Nord. Donc, pour voir le ciel du Nord. D'accord? Ok? Tout ça, tout le monde a compris? Très bien. Bon, je sais qu'il y en a qui ont compris. Donc, déjà, ça, c'est la première chose qui fait que le VLT ne peut pas être une base militaire ou d'écoute de la NSA. Donc, des Américains. Ok? Deuxième chose. Qu'est-ce que le VLT pour dire que ce n'est pas une base d'écoute? C'est tout simplement qu'au VLT, il n'y a pas de parabole. Qu'elle soit comme ça, la taille d'une assiette, ou comme celle de votre télévision, ou comme celle qu'ils ont pour faire les grands radiotélescopes, et ça j'en parlerai dans une autre vidéo. Voilà pourquoi. Parce que il ne faut pas qu'il y ait alors, on peut y avoir des ondes, hein, mais c'est très réglementé sur les ondes au niveau du VLT. Donc, on ne peut pas avoir n'importe quoi. Alors, pourquoi ils ont implanté le VLT au Chili et pas ailleurs? C'est parce que avec le gouvernement du Chili, et bon, il faut savoir il y a eu plusieurs sites proposés pour monter le VLT. Sauf que il fallait trouver un site où il y ait l'air la plus pure au monde, où il y ait une température assez régulée, c'est-à-dire assez linéaire, on va dire, pas des gros changements de température, enfin le moins possible. Et c'est trouvé que, donc là où il est implanté, ça s'appelle le Cerro Paranal, dans le désert de l'Atacama, dans les Andes chiliennes. C'est pour ça que c'est au Chili. Donc, pourquoi on l'a implanté là? Parce que c'est à cet endroit-là qu'on a trouvé l'air le plus pur, qui a le moins d'humidité et qui a très peu de changements de température.
et en plus de ça, qui a le ciel le plus net du monde. Alors, qu'est-ce que j'appelle moi un ciel le plus net possible, le mieux du monde, c'est que il n'y a pas de nuages sur plus de 355 jours par an. Vous savez qu'une année c'est 365, pour les années bissextiles 366, mais la moyenne de nuits sans nuages est de 355 nuits. Ça fait rêver. Donc c'est pour ça qu'on a implanté le VLT là. Alors, c'est vrai que pour chaque Européen, ça a coûté un bras. En général, quand l'Europe, l'ESO, donc l'European Observatory Southern, fabrique un engin de ce type, donc le VLT, cherche à baisser les coûts par français et à tenir à peu près le 1 euro par français, par européen, excusez-moi, par européen, 1 euro par européen. Le seul problème, c'est que l'engin a coûté plus de 6 milliards d'euros à fabriquer. C'est pour ça qu'il y a une grosse partie qui a été investie par la France, par l'Europe, je veux dire, et une autre partie qui a été investie par les Canadiens, les Japonais, les Brésiliens et le Chili. On leur a payé cette partie. On leur a payé, enfin, on leur a pas demandé d'argent, quoi. Ils peuvent venir travailler. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est le VLT, grosso modo? Je vais pas trop rentrer dans les détails, ça sert à rien. Il y a des choses que vous allez comprendre et d'autres que vous direz « Oula, tu nous as pété la tête ». Donc, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est déjà, la principale chose déjà, qu'est-ce que c'est? C'est 4 gros télescopes. Alors, pourquoi je dis 4 gros télescopes? Parce qu'en général, les télescopes qu'on a en France, c'est 1 mètre, 2 mètres, voire certains font 4 mètres de diamètre, mais là, on en a très peu. Là, ils ont carrément été faire, alors d'un seul tenant, c'est très important à le dire, des miroirs de 8 mètres de diamètre. Et là, je parle des miroirs primaires du télescope. 4 miroirs de 8 mètres de diamètre, implantés dans des grosses, je vous mettrai les photos, dans des gros observatoires, qui sont bien aérés pour bien aérer l'engin. Donc voilà, qui sont reliés, les 4, à des caméras. Ils ont chacun leur caméra, ils ont chacun leur système de vision, donc des caméras. Alors, c'est pas les petites caméras que je vais vous présenter dans une prochaine vidéo qui va arriver bientôt là, sur les caméras CCD pour nos petits télescopes à nous. C'est des grosses caméras, c'est des capteurs qui ont, pour certains, ils ont le plus gros, je crois qu'il a 100 millions de pixels. Vous imaginez 100 millions de pixels. Quand nous, on a les plus gros, ils font à peine 50 millions de pixels. Là, c'est carrément 100 millions de pixels. Et puis en plus, c'est pas des petits pixels de nos petits capteurs full frame. C'est ou même des 1 tiers, là, des 4 tiers, non, comment ils s'appellent les autres, là, qui font 2 fois les full frame. Je crois que c'est des 4 tiers, ils appellent ça. Mais même là, les pixels sont tout petits. Là, c'est des grosses pixels. Là, les gars, là, ils font de l'image. Là, ils capturent de la lumière, les gars. Je peux vous le dire. Bon, alors, ces 4 gros télescopes de 8 mètres de diamètre sont suppléés par des petits télescopes, je vais dire, on va le dire comme ça, de 4 mètres de diamètre. 4 aussi. Voilà. Donc, à quoi ça sert d'avoir autant de télescopes alors qu'un seul pourrait suffire? Alors, il faut dire que les 4 télescopes de 8 mètres de diamètre ont ce qu'on appelle des systèmes de caméras différentes. Parce que ils vont axer certaines caméras, une caméra plus pour telle longueur d'onde à visionner, l'autre pareil, et l'autre pareil, l'autre pareil. Des ondes différentes à visionner. Parce que il faut, pour faire de belles images, il faut avoir des longueurs d'onde différentes pour avoir le maximum d'informations sur ce qu'on observe. C'est logique. Plus un astronome a de l'information sur ce qu'il observe, donc de l'image,
C'est ça, l'information, c'est de l'image. Hein. C'est de la donnée de pixels en 0 et 1. Hein. C'est du numérique. Hein. Depuis quelques années, on est passé au numérique. Hein. Donc, plus on a du 0 et du 1 à former l'image, donc plus on a de pixels à former l'image, plus on a d'informations, plus on apprend des choses. C'est ça le but de l'astronomie. Donc, ces 4 gros télescopes peuvent fonctionner indépendamment des autres. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire travailler 4 équipes différentes sur le télescope. Et puis les petits, c'est pareil. Les 4 petits de 4 mètres de diamètre, c'est pareil. On peut les faire travailler indépendamment de l'un et de l'autre. Hein? Sauf que, ils n'ont pas fait ces 4 télescopes, enfin les 8 télescopes en tout, pour rien. Comme ça, là, juste pour amuser la galerie. Non. Ils peuvent mettre les 4 gros ensemble, les 4 petits ensemble. Les petits sont mobiles, donc ils se déplacent sur des rails, comme un train. Hein. Il y a des rails dessous, ils se déplacent. Donc ils les dispatchent à des endroits bien précis. J'essaierai de vous mettre une photo où on peut voir les rails et comment ça se dispatche. Et puis un plan sur la vidéo, un plan de comment ça se passe. Et quand ils arrivent à mettre tout ça ensemble, et ils y arrivent très souvent, ce n'est plus un télescope, c'est ce qu'on appelle un interféromètre. Aïe, là on va entrer dans le vif du sujet de la vraie science et de la technique. Qu'est-ce qu'un interféromètre? Un interféromètre, c'est quand on capture, par exemple, on va viser avec les 8 télescopes, on va viser la galaxie d'Andromède. Donc les 4 télescopes sont pointés sur la galaxie d'Andromède. Avec les mêmes longueurs d'onde. Et on va élargir ces longueurs d'onde. C'est-à-dire pour avoir un maximum d'informations. Sauf qu'au lieu d'avoir 4 télescopes de 8 mètres de diamètre qui vont regarder la même chose, et 4 télescopes de 4 mètres de diamètre qui vont regarder la même chose, l'interférométrie, c'est simuler un télescope qui aura un miroir de 144 mètres de diamètre. C'est ça l'interféromètre. Ça veut dire qu'on essaye de faire un miroir virtuel de 144 mètres de diamètre. Et donc, les ordinateurs récupèrent de l'information comme si c'était un miroir de 144 mètres de diamètre. Alors, il y a un avantage à ça. C'est que ça marche. Réellement, ça marche. On a réellement l'impression d'avoir un télescope de 144 mètres de diamètre quand on voit l'image de la galaxie d'Andromède. Je ne l'ai pas parce que c'est trop lourd à mettre sur mon ordinateur. Il faut savoir que la galaxie d'Andromède, l'image faite par l'interféromètre du VLT, ce qui à ce moment-là devient le VLTI, pour Very Large Telescope Interferometry, est trop lourde pour mettre sur un ordinateur simple comme on a à la maison. Elle fait plus de 4 téraoctets. Pourquoi? Parce que vous avez plusieurs téraoctets par télescope. Alors vous avez plusieurs téraoctets déjà vous avez 3 ou 4 téraoctets pour les gros télescopes de 8 mètres de diamètre, et plus les petits qui arrivent à faire 1 téraoctet. Donc vous avez à peu près 4 téraoctets. Et ça, c'est l'image brute. Alors, on va dire l'image en RAW. Alors c'est pas vraiment une image en RAW, c'est une image en je sais plus quel format, mais c'est un format qui est bien propre à eux. Donc déjà pour ça, il faut avoir des systèmes de lecture. Mais je vous mettrai le site internet de l'ESO et du VLT pour aller voir les images qu'ils arrivent à en tirer. Vous verrez, avec l'interféromètre, vous verrez les images qu'ils arrivent à en tirer. Alors attention, bonne connexion à avoir pour développer l'image. Hein. Pour mettre l'image en plein écran sur l'ordinateur, avoir une bonne connexion. Bon entendeur, salut. Donc, quand ils arrivent alors, comment ils font pour faire ce télescope de 144 mètres de diamètre? Alors, c'est pas le miroir, hein, c'est juste les 4 miroirs de 4 mètres et plus les miroirs de 8 mètres qui font que, en dispatchant ces 4 petits télescopes mobiles, c'est comme ça qu'ils arrivent à faire le diamètre du gros télescope, de 140 mètres de diamètre. Donc, ils prennent toutes ces informations, elles sont traitées dans un hyper ordinateur, c'est-à-dire un super calculateur, qui lui va prendre toutes les informations, va les digérer
et va former une image avec. Alors, l'avantage, c'est qu'on a beaucoup d'informations, donc on a beaucoup de choses. Le seul problème, c'est que ils vont passer toute la nuit à faire une seule image de la galaxie d'Andromède. Et, bon, malgré que leur supercalculateur est si puissant, le défaut est là, c'est qu'il va falloir plus d'une semaine pour former l'image. Donc au moment où ils ont pris l'image, et au moment où ils ont fait avaler les informations au supercalculateur, et au moment où ils vont pouvoir visionner l'image, une semaine. C'est le seul désavantage qu'il y a. Alors c'est pour ça que ils ont eu l'idée de construire un autre télescope. Alors il ne va pas faire 144 mètres de diamètre en miroir total, hein, parce que c'est pas possible, il y a des limites physiques qui sont pas dépassables. Ils vont faire ce qu'on appelle un hypertélescope. Alors c'est pas un hypertélescope, il fait partie des hypertélescopes du futur, mais c'est un Extremely Large Telescope, c'est-à-dire ELT. Alors il y a deux E parce que normalement c'est EELT qui s'appelle, parce que c'est European Extremely Large Telescope. Ça va être un miroir composé de plusieurs petits miroirs facettes, on appelle, et tous ces miroirs facettes mis ensemble, sur un joli cercle, va former un miroir de 30 mètres de diamètre. Il va être aussi implanté au Chili, sur le mont, je ne sais plus comment il s'appelle ce mont, je ne l'ai pas là, mais je vous en parlerai dans une vidéo plus tard. Et c'est pour ça qu'ils vont faire ce télescope, parce que c'est pour avoir des gains de temps et une meilleure qualité d'image. Parce que le VLT, donc le VLTI, quand il est en interféromètre, l'image elle est très bonne, les informations qui sont reçues sont très bonnes, sauf que elle est entrecoupée de lignes noires. Et ça, c'est le manque de miroir. Vous voyez, parce que le défaut du miroir de 144 mètres de diamètre qui est formé en virtuel par les 8 télescopes, eh ben, l'ordinateur sait qu'il y a un manque de vision à certains endroits sur le miroir, qu'il n'y a pas la lumière qui arrive à certains endroits du miroir virtuel. Donc, il les retransmet par ligne noire. Et donc, quand vous voyez alors, sur le site internet que je vous mettrai en référence, vous ne les verrez pas parce que c'est retraité par ordinateur et c'est un peu photoshopé comme on dit. C'est normal, ils vont pas vous montrer les images brutes. Mais c'est pas qu'ils cachent des choses, hein. C'est juste qu'ils n'ont pas trop envie de faire de la mauvaise pub sur la qualité de leurs images, et ça se comprend. Si vous êtes photographe, vous avez fait des mauvaises photos, vous n'allez pas les mettre en vitrine. Ça vous fera pas de la bonne pub. Hein? Bon. Donc voilà. Donc, cher ami astronome, je vais m'arrêter là avec ça. Donc, non, je le redis à monsieur Thierry V, non, le VLT n'est pas une base d'écoute secrète de la NSA. Alors, je n'ai pas dit qu'ils n'en avaient pas. J'ai juste dit que ça n'était pas une base d'écoute de la NSA. Ils n'en ont pas au Chili. Ils en ont en France, mais ils n'en ont pas au Chili. Voilà. Bon entendeur, monsieur Thierry V, en vous remerciant d'être abonné, continuez à mettre des commentaires, hein. Je vous interdis rien du tout. Moi, au contraire, ça me donne du mou pour faire des vidéos. Merci. Continuez, c'est génial. Et non, les extraterrestres ne viennent toujours pas nous voir sur Terre. Un bon entendeur, salut. Très cher ami astronome, je vais arrêter cette vidéo-là parce qu'elle est très longue. Je vais vous dire au revoir. Merci de m'avoir regardé. Et mettez l'œil à l'oculaire car il y a plein de choses à voir là-haut. A plus.